Hello. C'est un tuto théorique, très théorique sur, je me suis fait chier à monter tout ça, sur la chaux. C'est le premier tuto sur la chaux que je vais faire et que je partage avec vous sur ma super chaîne Stéphane Le Peintre. Je pense pas que ce soit nécessaire d'apprendre tout par cœur, puis en plus bon, il n'y a rien non plus de très d'hyper technique, on va dire. On apprend quand même si vous avez envie d'apprendre des choses, regardez-là. Autrement, quand on fera les vidéos sur chacun des procédés des enduits à la chaux, etc., tout sera expliqué à ce moment-là également. Mais il y a des choses sur lesquelles je reviendrai certainement pas. Donc moi, je vous conseille la première vidéo à regarder dans la nouvelle section que je viens de créer, la chaux dans tous ses états. Regardez cette petite vidéo, puis en plus avec le temps que j'y ai passé, ça mérite bien ça. Bonne vidéo. Regarde chez la speakerine. Avant de se lancer dans la fabrication de son propre enduit à la chaux, quel qu'il soit, il faut avoir un minimum de connaissances théoriques. Alors je vous rassure, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il est essentiel de l'avoir assimilé, afin de réaliser un enduit à la chaux durable et sans désordre. La chaux a été créée, oh tout ça on s'en fout, on s'en contrebalance, on peut juste retenir que les Romains, les Grecs avant eux, même les Arabes utilisaient la chaux comme peinture intérieure, des badigeons comme différents procédés décoratifs, le sgraffito comme imitation du marbre, les stucs, les tas de laque, qui pour la petite histoire tient son originalité non pas de la technique elle-même, bien que pour le ferrage ça soit légèrement différent. À l'époque ils utilisaient un caillou, il n'y avait pas une lisseuse, mais bien dans la composition même de l'enduit qui était réalisée avec une chaux spéciale obtenue par calcination du calcaire dans des fours artisanaux qui n'avaient absolument pas la même tenue de chaleur en comparaison avec nos fours industriels. Donc on obtenait des chaux plutôt différentes et un enduit loin d'être des plus parfaits. Mais c'est ce qui faisait le charme de ces enduits justement. Toutes ces techniques seront abordées dans des tutos individuels plus tard. Dans cette vidéo, on ne rentre pas dans la création des enduits, mais juste un cours théorique, et vous l'aurez bien compris. La chaux est un élément naturel tiré des carrières, non pas de chaux mais de calcaire. La chaux étant, pour faire simple, du calcaire que l'on amène à une température si élevée qu'il se transforme chimiquement en chaux. Ça c'est simple, non ? Eh bien, c'est bien l'essentiel. Quand je dis élément naturel, ce ne sont pas des paroles écolo en l'air. En partant de ce constat, on va retenir une règle pour tout ce qu'on va faire. Si la chaux est naturelle, il ne faut pas détourner son usage afin de lui faire perdre cette propriété noble qui la constitue. En résumé, ne pas amener la chaux à un conflit d'aberration. L'aberration, qu'est-ce que c'est ? C'est aussi simple pour comprendre. Voici un exemple. Un enduit à la chaux peut être coloré. On peut lui donner une couleur dans la palette des pigments naturels que constitue le sol de notre bonne vieille terre, mettre dans cet enduit à la chaux un colorant industriel, chimique, polluant, nocif, le même type de colorant que constituent la plupart des peintures modernes d'aujourd'hui, est loin, très loin de notre bonne vieille chaux dite naturelle. Cette erreur est appelée une aberration. Il y en a d'autres. Faire tenir son enduit à la chaux sur un gobetti fait de peinture acrylique, donc chimique, est une aberration. Bref, vous l'aurez peut-être enfin compris, tout ce qui va à l'encontre de l'utilisation d'un élément naturel est une aberration. À partir de ce constat, on va pouvoir travailler dans les règles de l'art, à savoir tout faire pour rester le plus naturel possible. S'il y a une chose que vous devez toujours garder à l'esprit, c'est que la chaux est naturelle. Elle laissera respirer les supports pour peu que ces derniers ne soient pas bloqués, comme c'est le cas avec une cloison placo, peinte par exemple. Naturel veut dire aussi que nos enduits pourront réagir différemment selon les supports, selon s'ils sont exposés au soleil, aux intempéries, etc. Ce n'est pas une science exacte et c'est pour cela que je ferai un petit tuto sur les désordres principaux que nous pouvons rencontrer, les plus courants bien évidemment, et bien entendu les moyens de les prévenir et ou d'y remédier quand le mal est fait. C'est un matériau naturel qui se travaille avec des outils loin d'être les plus performants. On garde l'esprit et la technique ancestrale et manuelle, ce qui rend les enduits imparfaits, mais si typiques et beaux finalement. Ok, maintenant entrons dans la composition d'un enduit. Avant de ce faire, il faut bien sûr savoir ce que vous voulez réaliser. Un stuc, un bel enduit gratté à l'éponge, une simple peinture à la chaux. Dans tous les cas de figure, ou presque, il y aura plusieurs éléments constitutifs de notre enduit à la chaux, dont voici les principaux. Il y a la chaux. Comme une peinture industrielle, notre enduit ou peinture à la chaux a besoin d'un liant pour lier tous ses composants dans le seau et sur les murs. La chaux est le liant de notre enduit. Il existe la chaux hydraulique et aérienne. L'hydraulique sèche en présence de l'eau. Oui, en présence de l'eau, c'est absolument vrai. Aussi surprenant soit-il, et la chaux aérienne qui, elle, sèche au contact de l'air.
C'est cette dernière que j'utiliserai le plus souvent dans mes tutos. D'anciennes familles italiennes fabriquaient leur chaux pour leurs besoins ou même pour leur travail en quantité énorme, si bien que pour la conserver, ils l'enfouissaient littéralement dans les jardins, ainsi sans entrer en contact avec l'air, la chaux, dit-on, peut se conserver des millénaires. Il y a la charge. Comme toute peinture industrielle, on a besoin d'un corps dans toute cette matière. Celui qui constituera le corps même de l'enduit, et bien souvent, qui décidera de son aspect final. Dans nos enduits à la chaux, les charges peuvent être nombreuses. Bien souvent, on va utiliser des silices, sables de différentes épaisseurs. Attention, sable de carrière, les sables de plage ne fonctionnent pas avec nos enduits. Il peut y avoir de la poudre de marbre, élément naturel qui est obtenu en broyant du marbre, du plus grossier au plus fin résultat. On l'utilisera plutôt dans les stucs, ce qui conférera une noblesse à l'enduit. Rendez-vous compte du marbre dans un stuc à la base de chaux voulant imiter le marbre, on tourne en rond quand même. Pour la petite histoire, dans un temps si reculé que je me souviens même plus la période, les Grecs décoraient de voliges et autres poutres de marbre leur belle demeure bourgeoise. Le peuple, comme toujours celui qui n'avait pas les mêmes moyens, mais les mêmes goûts, après tout on est humain, avant tout, faisait des stucs décoratifs sur ces mêmes voliges et autres poutres afin d'imiter le marbre de la classe aisée. La technique est devenue tellement parfaite qu'on finit par s'y méprendre tellement les deux se ressemblent. Il y a le pigment, qui est le seul à donner sa couleur naturelle à notre enduit. Il en existe de plusieurs types, les pigments de terre et de fer. De terre, ce sont les ocres jaunes, les terres de sienne, naturelles, calcinées, terre-ton, brun, etc., etc. Bref, une variante de couleurs qui passe des orangés, jaunes au brun, voire noir. Toutes sont prélevées dans des endroits naturels de France et d'ailleurs. La plupart du temps, l'amoureux du terroir et des enduits à la chaux préférera un pigment venu de chez lui plutôt qu'un pigment qu'il faudra faire voyager par camion, qui, niveau écolo, constituerait une aberration. Il y en a 3 qui suivent, ok. Il y a les bleus, magnifiques. On trouve l'azurite, qui est le bleu médiéval à base minérale, qui est une pierre. Donc il y a l'indigo à base végétale. C'est un arbuste qui donne ses feuilles pour la fabrication de ce bleu aussi renommé. Bref, il y en a toute une série, Prusse, Outre-mer, etc. La liste est assez longue pour juste le bleu, mais sachez que ce sont bien souvent les pigments les plus chers. Et puis il y a les oxydes de fer qui apportent ces couleurs parfois rouges, souvent vertes, composées d'oxygène et de fer, ça vous dit rien ? Bah ouais, la rouille. Pour y récupérer vous-même ce pigment sur une balustrade ou une grille rouillée dans le jardin du voisin, parce que normalement chez vous, et grâce à mes nombreux tutos, il ne doit pas y avoir de rouille sur vos clôtures, je suppose. Les adjuvants, encore eux, eh bah oui, le simple fait de mélanger chaud et charge ne fera pas de votre enduit le plus facile des enduits à travailler sur un mur. Il va falloir lui donner de la souplesse et lui donner un temps d'ouverture, donc de travail un peu plus long. Parce que si vous avez bien suivi, on va utiliser de la chaux aérienne qui sèche au contact de l'air. Donc dès que cet enduit aura trouvé place sur votre mur, il va commencer ce long processus de séchage. Certes, vous aurez largement le temps de le travailler, mais encore une fois, selon le résultat escompté, Stugs, Graphito ou simple badigeon va demander une tenue à l'enduit particulière, donc on adjuvande avec parcimonie de produits naturels. Les 2 adjuvants naturels les plus utilisés, et pas naturaux, hein, attention, hein, sont le méthylcellulose, c'est ce qu'il y a dans les cols de tapissier. C'est un liant supplémentaire, il retarde légèrement le séchage des enduits. Et la caséine, qui est également un liant complémentaire, c'est pas terrible, mais vous pouvez en manger sans problème, c'est de la protéine contenue dans le lait, tout simplement. D'ailleurs, si vous le sentez, vous sentirez un peu le lait en poudre. Tous deux ne sont pas faciles à trouver en magasin, hormis les magasins spécialisés. Je fais un coup de pub à mon fournisseur toulousain, MBC, ils ont tout, et le sourire en plus. Autrement, pour les autres, bah aberration, Internet. Et quand on n'a pas le choix, Internet ça dépanne. Le dernier élément qui compose notre enduit sera bien sûr l'eau, qui a pour rôle de rendre l'ensemble homogène. À ce stade, je fais une précision importante. C'est la seule consigne de sécurité qui sera valable lors de l'utilisation ou la fabrication de nos enduits. Quand on utilise la chaux aérienne, il faut absolument mettre des gants et des lunettes de protection. Ça serait aussi vrai pour la mise en œuvre de l'enduit lui-même, mais comme c'est pas très pratique personnellement, je n'en utilise pas. Pourquoi je fais cette remarque? Eh bien, c'est très simple. Non pas que la chaux aérienne pourrait consumer un corps entièrement, mais c'est vrai qu'au contact de l'eau, puisqu'on parle bien de ça, la chaux aérienne réagit, elle devient nettement plus irritante pour la peau ou les yeux. Tout simplement parce que sous la peau et dans les yeux, il y a sous différentes formes de l'eau. Tous ces éléments cités ont un dosage bien précis. Hormis le dosage très sommaire du pourcentage du liant charge, le reste doit être additionné à la composition finale avec précision. C'est pourquoi j'utilise une balance très précise au gramme près. Imaginez faire un mur de 100 mètres carrés, mon contenant ne peut préparer en une seule fois l'ensemble de l'enduit dont j'aurai besoin, et j'ai pas envie que le rendu final donne un enduit taché parce que je n'ai pas dosé de la même manière chaque bain en pigment, à moins que le rendu final soit désiré dès le début du projet.
Ensuite, et je dirais surtout, le pigment naturel ne doit pas être dosé au-delà d'une limite. Si on dépasse cette limite, le pigment ne colorera plus votre enduit et se transformera en charge. Le sac de silice coûte environ 5 €, c'est pas le cas d'un sac de pigment. La caséine et le méthyle, mal dosés, peuvent entraîner des désordres multiples sur l'ensemble final de notre enduit, du farinage, du faïençage, etc. C'est pour cette raison que l'on ne fait pas n'importe quoi avec tous ces éléments. Cela peut paraître compliqué, mais en fait non, chaque artisan a sa fabrication maison. J'ai la mienne, testée et retestée pendant des années sur mes chantiers, j'ai atteint le niveau de qualité que j'espérais de mes enduits, aussi bien dans son aspect final que pour moi dans son utilisation au quotidien. Alors certains diront, mais non, c'est pas comme ça, oh, tu es obligé de parler de ça, et là... Ça, c'est un rire forcé. C'est un vrai rire. Totalement forcé. Bah fais-en des vidéos sur les enduits, et me fais pas chier. Dans ma fougue éternelle, j'ai l'amabilité de vous partager ma calculatrice à enduit chaud. Elle est très pratique pour calculer au gramme près la composition de chaque élément afin de réaliser son enduit, ainsi que la quantité nécessaire d'enduit par rapport à la surface que vous avez à recouvrir. Bref, une calculatrice mise au point sous OpenOffice, par mes soins, il y a quelques années, et qui fonctionne parfaitement. La petite cerise sur le gâteau, c'est bon ça les cerises, le coût approximatif de l'enduit final. Vous saurez approximativement combien ça vous coûtera. Je pense qu'on a fait le tour de la théorie, nous passerons très prochainement à la pratique dans un nouveau tuto. Si vous avez des questions, vous les gardez, ou alors vous achetez un des très nombreux livres sur le sujet qui honnêtement ne vous apporteront rien de plus, peut-être la Bible dans le domaine, mais faut mettre la main à la poche. Quoique la nouvelle édition vient de sortir, ce qui a fait baisser, je ne sais pas pourquoi, le prix de 10 €. Enfin, vous trouverez quand même à 39 €. C'est Technique et pratique de la chaux de l'école d'Avignon. Pour moi, c'est le must. Il n'y a pas d'illustration ou peu. Quoique le nouveau, je ne l'ai pas eu dans les mains, mais tout est dedans. Voilà. Donc voilà, à bientôt. Si vous avez des questions, vous les gardez, ça j'ai déjà dit.